Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine, le premier président de la Fédération russe, s'adresse à son peuple avec ces mots. Pardon, parce que beaucoup des rêves que nous avions conçus ensemble ne se sont pas réalisés. Et parce que ce qui nous avait paru simple au départ s'est révélé terriblement pénible. Je demande pardon pour avoir déçu les espoirs de ceux qui croyaient que d'un bond, d'un seul élan, nous pourrions franchir le gouffre qui séparait notre passé gris, stagnant et totalitaire, d'un avenir radieux, riche et civilisé. Le 1er janvier 2000, c'est finalement Vladimir Poutine qui prend la tête de la Russie. Dans cette vidéo, nous verrons quels sont les événements qui ont abouti à l'intronisation d'un quasi-inconnu à la tête de la première puissance nucléaire de notre époque. « 1985. Mikhaïl Gorbatchev devient premier secrétaire du Parti communiste. L'Union soviétique est alors dans une situation économique de plus en plus compliquée, tandis que la population perd confiance envers le parti. Gorbatchev se donne alors comme objectif de réformer le pays afin de le moderniser et d'y faire revenir la croissance. Mais pour réaliser son projet, il doit parvenir à contenter le Parti communiste. Cette tâche s'avère être particulièrement ardue, puisque le parti est tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, les conservateurs, qui souhaitent freiner, voire éviter les réformes trop importantes. Et de l'autre, les radicaux, qui aimeraient rapidement démocratiser le système politique du pays et libéraliser l'économie. La recherche du juste milieu, satisfaire un côté sans brusquer le second, est le premier défi du nouveau dirigeant. Pour lancer ces réformes, Gorbatchev s'appuie sur les jeunes cadres du parti qui sont les plus favorables à ses idées. C'est dans ce contexte qu'il fait nommer l'un de ses alliés, Boris Eltsine, à la direction du parti de Moscou. Celui-ci se démarque rapidement par son soutien indéfectible aux réformes du premier secrétaire, mais son zèle finit par lui attirer les foudres des conservateurs et gêner Gorbatchev. Ce dernier lui demande alors gentiment de démissionner en 1987. Seulement 2 ans après sa nomination. Eltsine se radicalise alors et prône la démocratisation totale du pays, ainsi que la libéralisation de son économie. Il trouve notamment de nombreux soutiens parmi la population et devient vite un concurrent sérieux de Gorbatchev. Afin de calmer le jeu, ce dernier crée une assemblée législative dont les 2/3 des députés sont élus par le peuple. Cette assemblée se réunit 2 fois par an et a comme rôle d'élire les députés qui siègent au Parlement. Les premières élections réalisées en 1989 voient une majorité de députés réformateurs être élus par le peuple. Boris Eltsine est d'ailleurs élu avec 90% de voix dans l'une des circonscriptions de Moscou. L'échec est alors total pour Gorbatchev. Les candidats officiels du parti sont ignorés par la population, tandis que les candidats libéraux reçoivent la sympathie du peuple et des intellectuels. Toujours plus sous pression, Gorbatchev lance une nouvelle vague de réformes en 1990. Avec celle-ci, il abroge le système de parti unique en URSS et prévoit l'élection du président du pays au suffrage universel pour une durée de 5 ans. Toutefois, les premières élections ne se déroulent pas de cette façon. C'est l'Assemblée législative qui élit Gorbatchev à la tête du pays, tandis que les premières élections au suffrage universel sont repoussées pour 5 ans. Ces tentatives de pseudo-réforme décrédibilisent de plus en plus ce dernier, si bien qu'il perd peu à peu le pouvoir. De son côté, Eltsine est élu député de la République socialiste fédérative soviétique de Russie en 1990. Globalement, l'URSS était une réunion de plusieurs républiques socialistes. La RSFSR représente en gros la Russie actuelle. C'était la plus importante de ces républiques. Après son élection, il fonde son propre parti, la Russie démocratique, puis est élu au Parlement pour représenter la Russie. En juin, il annonce la souveraineté de la RSFSR et démissionne du Parti communiste. L'année suivante, Boris Eltsine est élu président de la Russie en recueillant 57% des voix. Cette élection est accueillie par un coup d'État de la part des conservateurs.
Mais celui-ci échoue. Pendant tout ce temps, Gorbatchev est incapable de faire quoi que ce soit, tandis que les républiques socialistes déclarent leur indépendance les unes après les autres. En décembre 1991, il annonce sa démission, mettant ainsi un terme à l'existence de l'URSS. Dès 1992, Helsinki et son gouvernement engagent les grandes réformes qu'ils avaient promis, à commencer par la libéralisation de l'économie. Pour ça, on s'appuie sur la thérapie de choc, qui consiste en un passage brutal du communisme vers le capitalisme. En quelques années, on voit l'État privatiser un grand nombre d'entreprises, mettre fin à la planification et ouvrir son marché aux produits venus de l'étranger. Mais le pays supporte mal cette transition éclair. En 6 ans seulement, la Russie perd 50% de son PIB, tandis que le rouble perd énormément de sa valeur, à un tel point qu'un système de troc se démocratise pendant ces années difficiles. Pour privatiser ces entreprises, soit l'État met celles-ci aux enchères, soit il distribue des coupons de privatisation à la population qui permettent d'acquérir des actions dans les entreprises privatisées, soit il répartit entre les employés d'une entreprise les actions de celle-ci. Malheureusement, ce système s'avère être particulièrement inefficace. La population, qui baigne dans la pauvreté et qui est en général très mal informée, préfère vendre pour presque rien leur part au sein des entreprises. Quelques années plus tard, les ouvriers ne détiennent plus que 5% des parts des grandes entreprises du pays. Ce contexte permet à quelques hommes de se démarquer. En quelque temps, ils acquièrent un grand nombre d'actions des grandes entreprises du pays et fondent chacun leur propre empire. Ce sont les oligarques. En 1996, il semblerait que 7 personnes contrôlent plus de la moitié de l'économie russe. Mais ces oligarques ne s'arrêtent pas là. Ils obtiennent également des postes au gouvernement et sont très médiatisés. Plus bas dans l'échelle, certains grands mafieux, parfois des anciens membres du KGB ou de l'armée, se démarquent et fondent leur propre empire criminel. Au bout d'un certain temps, quelques-uns d'entre eux parviennent même à s'engager en politique et à légaliser leur business. Quoi qu'il en soit, les mafias s'imposent et comblent la baisse d'influence de l'État au sein du pays. La constitution russe de 1993 fait de la Russie un État fédéral divisé en 89 entités régionales. Mais parmi les territoires de la fédération, certains refusent d'accepter la domination de Moscou et préfèrent fonder leur propre modèle politique. C'est notamment le cas en Tchétchénie, ce qui mène Eltsine à entreprendre des opérations militaires dans la région afin de neutraliser les dirigeants indépendantistes. Mais ces opérations se révèlent être un terrible échec. Les troupes russes sont très désorganisées et très mal entraînées, tandis qu'elles subissent une guérilla dévastatrice. Si bien qu'en 1996, les Russes sont forcés d'accepter leur défaite et de reconnaître de fait l'indépendance de la République tchétchène. Cette défaite, ainsi que la situation catastrophique de l'économie russe, décrédibilise énormément Eltsine, tandis que sa santé se dégrade de plus en plus. Vladimir Vladimirovitch Poutine naît en 1952 d'un père contremaître et d'une mère concierge. Il est un enfant turbulent, si bien que ses parents l'inscrivent au judo, une discipline dans laquelle il excellera jusqu'à décrocher le titre de champion de Leningrad à 24 ans. Mais avant ça, à 17 ans, il fait le choix de s'orienter dans des études de droit, les seules qui pourraient lui permettre d'être repéré par le KGB. Et c'est bien son objectif. À 16 ans déjà, il s'était rendu au siège du KGB de Leningrad pour y postuler, avant d'être recalé. Enfin, lorsqu'il a 23 ans, à la fin de son cursus universitaire, il est convoqué à la 2e direction principale du KGB, avant d'entamer une formation de quelques mois à Moscou. Il se met alors à travailler pour les renseignements soviétiques et en 1984,
À 32 ans, il poursuit sa formation à l'Institut Andropov, qu'on pourrait comparer à une école supérieure du renseignement pour préparer les agents aux missions à l'étranger. L'année suivante, il obtient enfin une mission en Allemagne de l'Est, où il passe 5 ans à faire un travail de renseignement plutôt banal. Vladimir Poutine vit très mal la chute du mur de Berlin en 1989. Depuis longtemps, il était convaincu que l'URSS devait être réformée. Il était d'ailleurs très heureux que Gorbatchev arrive au pouvoir. Mais ce cataclysme-là, il ne s'y attendait pas. À Leningrad, le KGB lui propose un poste d'observation à l'université d'État, comme adjoint du président. Un poste qui lui permet un peu plus tard d'être appelé comme juriste pour le cabinet du nouveau maire de Leningrad. Celui-ci a été l'un des professeurs de Poutine à l'université. Le courant passe rapidement entre les deux hommes. En 1991, après l'élection de Boris Eltsine à la tête du pays, Poutine démissionne du KGB et se rend définitivement du côté des réformateurs. Avec son poste à la mairie, il rencontre de nombreux jeunes diplômés qui iront plus tard travailler pour le président Eltsine. L'ex-agent se construit ainsi peu à peu son réseau. En 1996, Poutine perd son poste à la mairie à la suite des élections, mais il est appelé à Moscou pour devenir l'un des adjoints de confiance du président. En 1998, à 46 ans, il est même nommé à la tête du FSB, le service de renseignement de la Russie. Globalement, c'est le successeur du KGB. À cet instant, il est sûr que Eltsine ne sera pas réélu. Sa légitimité a été complètement bafouée par ses échecs en Tchétchénie et dans l'économie, tandis que ses problèmes de santé lui empêchent de sérieusement se représenter. En août 1999, il décide de nommer un nouveau Premier ministre. C'est le 4e en 1 an et demi. L'homme qui obtient ce poste n'est autre que Vladimir Poutine. Il faut savoir que tous ces ex-premiers ministres ont travaillé dans le KGB. Les anciens agents ont su s'appuyer sur leur réseau pour travailler en politique. Quoi qu'il en soit, le pouvoir en place fonde un nouveau parti, sobrement nommé Unité. Et Poutine propose l'ordre avec un pouvoir fort, exactement ce que la population russe attend. La même année, les élections législatives font d'Unité le premier parti de Russie, un chiffre qui était inespéré pour Eltsine quelque temps plus tôt. Sûr d'avoir trouvé son successeur rêvé, Eltsine annonce sa démission le 31 décembre 1999. Le 1er janvier du nouveau millénaire, Vladimir Poutine est ainsi nommé président par intérim de la Fédération de Russie. Quelques mois plus tard, il est élu président dès le premier tour des élections. Dès son accession au pouvoir, Vladimir Poutine renouvelle la caste politique en renvoyant une partie des proches de Boris Eltsine, avant de rassembler autour de lui autant de libéraux que de conservateurs. Mais surtout, il offre une bonne partie des hauts postes du gouvernement à ses proches, si bien qu'en 2004, on estime que plus de 70% de ces postes sont occupés par des anciens membres du KGB ou du FSB. Mais pour réellement prendre le contrôle le plus total du pouvoir, le nouveau président doit faire taire les oligarques, ces hommes très riches qui sont à la tête de l'économie et de la politique du pays. En quelques années, plusieurs d'entre eux sont soit arrêtés pour fraude, soit forcés à l'exil, si bien que leur influence décroît grandement. Cerise sur le gâteau, les oligarques qui détiennent des empires médiatiques sont les premières cibles de Poutine. Se débarrasser d'eux lui permet de soumettre les grands médias au pouvoir. De plus, le premier mandat du nouveau président est marqué par une croissance économique impressionnante. Entre 1999 et 2004, le PIB du pays affiche un taux de croissance moyen de 6,6%, tandis que l'inflation passe de 80 à 12%. À ces phénomènes, il faut ajouter que la stabilité nouvelle du pouvoir russe encourage les entreprises nationales comme étrangères à réinvestir. Ainsi, la population connaît en quelques années une amélioration significative de son niveau de vie. Disons qu'il devient plus rare de mourir de faim en Russie. Ces phénomènes sont accompagnés par une campagne de centralisation afin de limiter les pouvoirs locaux au profit du Kremlin.
Pour ce qui est de la politique extérieure, Poutine tente de se rapprocher des pays occidentaux tout en raffermissant la position de la Russie dans le monde. Dès 2001, le bureau de l'information de l'OTAN est ouvert à Moscou, avec comme objectif d'améliorer la compréhension entre l'Alliance et la Russie. Tandis que la même année, le président russe est le premier à assurer son soutien aux États-Unis dans leur lutte face au terrorisme. Cependant, les relations deviennent rapidement plus compliquées. Dès 2002, les pays baltes sont accueillis au sein de l'OTAN, tandis qu'en 2003, la Russie s'oppose à l'intervention militaire des États-Unis en Irak. Quoi qu'il en soit, la population semble séduite par l'ordre revenu en Russie. Elle accepte d'ailleurs sans broncher certaines décisions antidémocratiques de la part de son nouveau champion. Vladimir Poutine vient de débuter son règne. Ainsi, c'est ce contexte très particulier entre les désirs de réforme de Gorbatchev, la chute de l'URSS et la catastrophe des années Eltsine qui a permis à un presque inconnu du grand public, Vladimir Poutine, d'accéder au poste de Premier ministre en 1999, puis de président en 2000. Rapidement, la Russie se relève économiquement, tandis que l'ordre revient dans le pays, assurant ainsi au nouveau président une popularité certaine. Sans surprise, celui-ci est réélu dès le premier tour en 2004. En 2008, ne pouvant se présenter plus de 2 fois consécutives à l'élection présidentielle, c'est son protégé, Dmitri Medvedev, qui est élu en obtenant plus de 70% des voix au premier tour. Tandis qu'en 2012 et 2018, Poutine est à nouveau élu à la tête de l'État. C'est ainsi que, depuis 2000, ce dernier règne sans conteste sur la Russie. Il est impossible d'ignorer la tournure dictatoriale du président, entre censure des médias, répression de la population et fraude électorale. Mais le fait est que la position de la Russie n'a fait que de se raffermir entre 2000 et 2022. Et ce jusqu'à arriver à la situation actuelle de guerre ouverte avec l'Ukraine et de guerre économique avec l'Occident.